Arrêtez ça, arrêtez le truc. Et donc les jeunes, les maquisards, les Américains qui les aidaient, sont venus tous se replier à Pérouge et à Meximieux. Donc là, il y avait toutes les troupes étaient réunies. Voilà. Le 1er septembre, tout le monde était là. Et alors les Allemands les ont encerclés. C'était pour les empêcher d'attaquer plus loin, le long de la Saône. Donc les Allemands les ont attaqués. Depuis la Valbonne, il y a une colonne qui a pris le long de la rivière là-bas. Saint-Maurice-de-Gourdans, Saint-Maurice-de-Gourdans, Saint-Jean-Nius. Une autre colonne qui est venue directement par l'autoroute, tu vois où il y a l'autoroute, hein? Et puis là, on appelle ça les fermes de la Valbonne. Charnes, les fermes de la Valbonne et la Rouge sont venus directement à Meximieux. Et une autre colonne qui a pris la route nationale, la Valbonne, et une autre colonne qui est passée au-dessus, c'est-à-dire Loracou, au-dessus de nous, tu vois, Montluel, Loracou, Chalamont. Chalamont, ils sont descendus sur la rivière d'Ain, le pont de Chazet, et voilà, ils ont encerclé, les Américains étaient complètement encerclés. Il n'y avait plus qu'un point de passage avec les renforts, c'était le pont de Loyette, pour faire venir les renforts américains qui étaient en face à Bourgoin, tu vois, Bourgoin, et mais là, pendant un moment, c'était complètement coincé. Voilà, alors il y a eu une grosse bataille de chars, et les Américains, le maquis, sont très bien débrouillés, ils ont mis au tapis 25 gros chars allemands. C'était on appelait ça des tigres et des panthères. C'était pas n'importe quoi, hein, regarde. Oui. Des trucs de 35 à 45 tonnes. Voilà. Alors évidemment, c'était surtout une bataille de troupes. Mais, tu veux, la population civile a quand même a subi. Parce que par exemple, à Pérouge, c'était des obus qui arrivaient, mais c'était des obus contre les troupes. C'est-à-dire que ça se dispersait en beaucoup de morceaux, sans perdre très profond. Alors ça esquintait tous les toits. Tous les toits de Pérouge étaient abîmés. Mais il n'y a pas eu de maison démolie. À Meximieux, il y a eu quelques maisons démolies. C'est parce que des chars ont été tirés, ont pris feu, ont reculé, ont explosé dans les maisons. Le plus gros dégât, c'était sur la place de Meximieux, où il y a le café du Lion d'Or qui a été détruit, la boulangerie Giroud qui a été détruite, la pâtisserie qui est devenue une bijouterie là au point, tu vois, toute la place. Là. Mais dans l'ensemble, pas trop. Des morts civiles, il y en a eu 2 à Pérouge, des gens qui, au lieu de rester cachés dans la cave, ont essayé de sortir parce qu'il y avait une accalmie, et puis comme ça tirait, ils ont pris des balles. Il y a eu 2 morts à Pérouge, il y en a eu une dizaine à Meximieux, et puis une vingtaine ou une dizaine de jeunes qui étaient maquisards, qui ont été arrêtés, ou fusillés, ou déportés. Voilà, ça a fait comme dégâts. C'était pas énorme, mais c'était surtout une bataille militaire. Donc, quand il y a eu l'armistice et tout, c'était... Que pensaient les habitants des Allemands? C'était quoi la mentalité? Alors, quand il y a eu l'armistice, ben, ça a été un soulagement. Hein, un soulagement énorme. Un soulagement énorme. Déjà, la libération, déjà quand les Allemands sont partis, hein, il y a une chose aussi qu'il faut dire dans les relations franco-allemandes, c'est qu'on n'était pas informés exactement de ce qui se passait. Pour nous tous, les Français, les Allemands, c'était tous des salopards. C'était tous des nazis. C'était tous des types qui n'avaient pas de cœur, ni rien. Hein. Ici, dans le budget, ils ont assassiné des enfants, ils ont violé des femmes, ils ont fait des exactions terribles, ils ont brûlé des villages. Hein. Meximieux devait être brûlé d'ailleurs aussi, ils n'ont pas eu le temps. Mais ça, les soldats allemands, dès qu'il y avait un officier qui était là, hein, il était au garde-à-vous, « Ah, Hitler !» Ah, Hitler ! Donc on pensait tous que c'était des hitlériens, des nazis fanatiques. Tous les Français pensaient ça. Ce n'est qu'après qu'on a su, qu'on a appris
qu'il y a eu une dictature nazie énorme en Allemagne, par Hitler et tout ça, et que ça a été aussi terrible pour les Allemands que pour les Français. Car les premiers camps, vous vous rappelez des camps de concentration, ça, les premiers camps, ils ont été installés pas pour y mettre des Français ou d'ailleurs, avant la guerre, ils ont été installés pour y enfermer des Allemands, des opposants. Donc c'était une dictature policière terrible, une police terrible, mais aussi bien vis-à-vis des Allemands. Alors les Allemands, soit ils étaient fanatisés parce qu'il y avait une propagande terrible, soit ils avaient peur. Ils avaient peur. Et vraiment, les Allemands qui ont osé résister, ben, il n'y en avait pas énormément parce qu'il y avait une dictature très, très pénible. La preuve d'ailleurs, il y avait deux choses aussi dans l'Allemagne. Il y avait l'armée allemande, qui avait une tradition, qui était l'armée. D'ailleurs, tu vois, il y avait par exemple beaucoup d'officiers qui étaient des nobles, des von. Hein, von ceci, von cela, von. Hein. Les von. Il y avait une tradition de l'armée. Mais il y avait aussi une tradition SS, c'est-à-dire des hitlériens. Et il y avait l'opposition, beaucoup, entre ces deux pouvoirs. Et une des meilleures preuves qu'il y a eu, après on a su, un des héros de l'armée allemande, qui était un officier, c'était un soldat, s'appelait Rommel. Vous entendez parler de Rommel? Il a commencé surtout à se rendre célèbre parce qu'il a fait la guerre en Afrique. Oui, l'Afrique Accord. L'Afrique Accord, exactement. Et on le surnommait le renard du désert. Ah, c'est ça. Et après, il a été chargé de faire le front de Normandie, enfin de l'Atlantique, toutes les forces atlantiques. Et quand il a vu que l'armée n'y pouvait rien, que Hitler était fou, ils ont décidé de se débarrasser d'Hitler. Oui, donc il a eu un complot. Hein, et il a été assassiné par les nazis. On l'a convoqué, on lui a donné un pistolet, on lui a dit va faire un tour dans le jardin. Il a dit qu'il s'était suicidé d'une balle dans le dos. Tu vois, alors même on a appris ça après. Donc on a eu un peu moins peur des Allemands, mais pendant longtemps, les Allemands, je vais te dire, ils s'appelaient des Boches. C'est un mot argot qui est très très vexant pour les Allemands. Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Ça vient de caboche. Ça a une signification d'Espagne. Oui, ça a une signification dans l'histoire. Les Boches. Et l'origine du mot, je ne sais plus si c'est une de tes sœurs qui dit que ça venait. Ça a été pendant longtemps, tu vois. J'ai un signe de la réconciliation. Il y a une évolution dans le peuple, dans les gens. J'avais un ami, moi, au lycée. J'étais au lycée Lalande, moi. Hein, il n'y avait pas de lycée ici. Il fallait aller à Bourg, pensionnaire. Eh bien, j'avais un copain qui était de Châtillon-la-Palue. Son père était instituteur. C'était un des chefs du maquis. Il a été pris 15 jours avant la libération. Ils l'ont fusillé, ils l'ont torturé. Ils l'ont fusillé sur la route de Versailles à Villars. Et depuis, il y a un monument. Et on avait marqué, d'époque, je ne me rappelle plus son prénom, un tel, sauvagement assassiné par les Boches le 14 août 1944. Bon. Et puis, tu vois, il y a eu la paix, il y a eu Adenauer, il y a eu les Allemands qui sont venus en France, notamment comme touristes. Et à Villars, il y a un beau camping où il y avait beaucoup d'Allemands. Alors le maire de Villars a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas changer l'appellation? C'est insultant, on pourrait mettre fusillé par les Allemands au lieu. Et bien tant qu'il y a eu sa veuve, elle a toujours refusé. Elle a refusé, elle a dit non. Et son fils, qui avait mon âge, quand sa maman est morte, elle a autorisé qu'on efface Bosch et qu'on mette Allemand à la place. Tu vois, ça montre, je te dis, c'est une anecdote, mais qui montre exactement le changement de mentalité.